Bonjour Claire Fourcade. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes médecin de soins palliatifs, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et vous êtes l'auteur de ce livre intitulé Journal de la fin de vie, chez Fayard, à paraître aujourd'hui, un livre dont on ressort différent, bouleversé après la lecture. Beaucoup de nos téléspectateurs et de nos auditeurs, Madame Fourcade, vont vous découvrir ce matin. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire depuis combien de temps vous exercez votre métier et puis peut-être combien de patients vous avez suivis, accompagnés tout au long de votre parcours dans ce pôle de soins palliatifs? Alors, je travaille à Narbonne, dans l'Aude, depuis 25 ans en soins palliatifs. Et avec l'équipe avec laquelle je travaille, on accompagne chaque année 700 patients. Donc, ça fait presque 15 000, je pense, depuis la création de l'équipe. 15 000 patients accompagnés, ça veut dire aussi 15 000 familles dont on prend soin le temps de l'accompagnement de leurs proches. Et puis, parfois aussi après, avec lesquels on continue d'avoir des liens. Donc, c'est cette richesse d'expérience que j'ai eu envie de partager. La richesse de l'expérience, évidemment le parcours, la bienveillance et puis un livre sans ambiguïté aussi au sujet d'une loi autorisant l'euthanasie. Qui serait, selon vous, Claire Fourcade, une loi pour les forts qui ne protège pas les faibles? Et vous insistez sur les mots à employer. Je voudrais peut-être démarrer par cela. Vous parlez de suicide assisté, d'euthanasie et pas d'aide à mourir, contrairement souvent aux responsables politiques. Pourquoi utilise-t-il cet artifice ou ce contournement sémantique, selon vous? Alors d'abord, l'aide à mourir, c'est mon métier. Ça fait 25 ans que je fais ça, aider à vivre. Moi, j'aime mieux dire que j'aide à vivre jusqu'à la mort, mais en tout cas, et je crois que c'est important de bien nommer les choses pour que chacun puisse comprendre de quoi il est question. Ce que j'ai eu envie de dire aussi dans ce livre, c'est quels sont les enjeux du débat. Ces enjeux me paraissent très importants et pour que chacun puisse bien comprendre, parce que on a tous cette crainte de la façon dont notre fin de vie pourrait se passer ou celle de nos proches. J'ai rencontré au travers des débats, au travers des commissions, des conventions citoyennes, des auditions, beaucoup de Français qui ont cette crainte des conditions dans lesquelles la fin de vie peut se produire. Et il me semblait important de dire d'abord qu'on a les moyens que la fin de vie se passe dignement et qu'on peut vivre dignement jusqu'à la mort en France. Et puis aussi de nommer ce dont il est question dans les débats. L'euthanasie, c'est la mort donnée par un tiers qui, dans tous les pays qui l'ont légalisé, est un soignant. Et puis le suicide assisté, où la société donne à une personne les moyens de mettre fin à ses jours. Et je crois que c'est important d'utiliser les mots. D'ailleurs, tous les pays qui ont légalisé utilisent ces mots-là et parlent d'euthanasie et de suicide assisté. Et ça me paraît important. Et je vais lire un passage de votre livre à ce sujet. Vous dites « Euthanasie. Dans tous les pays justement qui l'ont légalisée, elle signifie la mort par injection létale, pratiquée par un soignant. Mais elle emporte avec elle tout un cortège de représentations historiques ou vétérinaires qui mettent en défaut cette image, entre guillemets, de bonne mort, que son étymologie lui assigne. Pour tous ceux qui voudraient y voir la douceur, la liberté et la dignité, cette violence sous-jacente est bien sûr inappropriée et on lui préférera entre guillemets, aide active à mourir ou soins de fin de vie qui ont l'avantage de nimber d'un flou artistique ce que l'on souhaite ne voir que de loin et déléguer à d'autres. Le soin de fin de vie, est-ce que la mort, porter la mort est un soin? Alors, pour un très grand nombre de soignants, c'est impossible. Même la définition juridique du soin, c'est ce qui va permettre d'améliorer la vie. L'euthanasie, elle n'est pas un soin, elle vient interrompre le soin. Elle vient couper le soin. Et le soin, c'est notre métier. C'est ce qui nous fait choisir ces métiers qui sont parfois difficiles. La confrontation à la question de la souffrance et de la mort au quotidien, c'est difficile pour les soignants. C'est un choix particulier parce que ce qui est difficile, c'est pas la mort une fois, c'est la répétition de la mort. On a des très jeunes soignants dans le service. Je suis toujours très impressionnée de leur capacité à être là, à être présent. Et on peut faire ce chemin. Et puis, on accompagne les patients aux portes de la mort, on revient et on refait ce chemin avec d'autres. Et pour qu'on puisse revenir et repartir avec d'autres, il y a un moment où on doit laisser le patient. On ne peut pas mourir avec chaque patient qui meurt. Et je crois que c'est vraiment important de se dire que notre métier, c'est le soin, prendre soin, soulager, accompagner. Et c'est possible, je veux vraiment le répéter, c'est possible d'être accompagné et d'être soulagé jusqu'à la fin de sa vie. Mais donner la mort, c'est autre chose et c'est pas un soin. Et je note que tout à l'heure, vous avez dit vivre dignement jusqu'à la mort et pas mourir dignement. Et cette différence est très importante. On va en parler. Claire Fourcade, on poursuit notre entretien sur CNews Europe 1. Je rappelle que vous êtes médecin en soins palliatifs. Et avant d'évoquer les temps forts, les passages saisissants de votre livre Journal de la fin de vie, l'actualité, c'est la volonté, on l'a appris hier, du Premier ministre François Bayrou de scinder le projet de loi sur la fin de vie en deux textes. Alors expliquons à nos auditeurs et téléspectateurs, l'un sur ce qu'ils appellent l'aide à mourir et puis l'autre sur les soins palliatifs. C'est ce que vous demandiez, c'est un premier pas pour vous? Alors ça fait depuis 2 ans maintenant que
un très grand nombre de soignants concernés par la question de la fin de vie demandent la division de ce projet de loi. Parce qu'il y a une partie soins, les soins palliatifs. Depuis 25 ans, la loi française promet à tous un accès aux soins palliatifs. Et aujourd'hui, c'est seulement la moitié des patients qui en auraient besoin qui ont accès. Ça veut dire que tous les jours, en France, il y a 500 personnes qui meurent sans avoir eu accès aux soins dont elles auraient besoin. C'est un scandale. Et ça peut changer. Et donc, ce point-là fait l'unanimité. Je pense qu'il y a un consensus. Les députés sont tous d'accord dans toutes les auditions. J'ai entendu personne nous dire « Ah ben non, il n'y a pas besoin d'accompagner les gens ». Et donc, c'est l'occasion peut-être pour un Parlement tellement divisé de voter une loi à l'unanimité. C'est pas arrivé depuis la loi Leonetti de 2005 qui était déjà sur la fin de vie. Donc, ce sujet peut faire l'unanimité. Et ça nous paraît essentiel. Et puis, on a besoin d'avancer. La question de l'euthanasie et du suicide assisté, qui est un sujet beaucoup plus clivant et beaucoup plus difficile, on voit qu'actuellement, elle freine la question des soins palliatifs, puisqu'on n'avance pas là. Ça fait 2 ans que moi, j'entends tous les hommes politiques dire c'est la priorité, c'est ça qu'on va faire, et rien ne change. Donc, maintenant, faisons changer les choses. Donc c'est important, ça veut dire que s'il y a 2 textes différents, les parlementaires pourront voter sur les soins palliatifs de manière consensuelle et vraiment en conscience, chacun sur ce qu'ils appellent l'aide active à mourir. Et j'ai entendu hier de façon très paradoxale un député dire « mais si on avance d'abord sur les soins palliatifs, ma crainte c'est qu'on n'ait plus besoin du 2e texte ». Mais moi je dis c'est pas une crainte qu'on n'ait plus besoin du 2e texte, c'est une chance. Que répondez-vous, Claire Fourcade, à ceux qui affirment et soutiennent qu'amener à la mort, c'est soulager? C'est un geste d'humanité, je l'ai entendu, et de fraternité. Que répondez-vous à ceux qui disent que le suicide assisté, c'est mourir dans la dignité? Et que répondez-vous enfin à ceux qui pensent qu'aider à mourir, justement, fait partie des soins? Alors, d'abord, moi, je pense que personne ne perd sa dignité. C'est pas parce qu'on est malade qu'on est moins digne. Moi, tous les jours, dans mon quotidien, et jusqu'à hier soir, les gens que je vois sont des gens dignes. Et c'est mon travail aussi de faire qu'ils ne perdent pas ce sentiment de leur dignité, de leur dire qu'on est là parce qu'ils comptent pour nous. Et ce qui est très important, c'est qu'ils comptent pas seulement pour nous soignants, mais ils comptent pour toute notre société. La loi actuelle, elle dit aux patients, vous comptez pour nous. Mon obligation, par la loi, c'est de soulager, quoi qu'il en coûte, même si ça doit raccourcir la vie. Mais je ne donne pas la mort parce que les députés ont dit « vous comptez pour nous, vous êtes important pour nous ». Et je trouve que ce message, plus je vieillis, plus je le dis aux patients, vous comptez pour nous. Et vous comptez pas seulement pour nous les soignants qui avons des liens avec vous, mais toute notre société pense que vous êtes important et que vous valez qu'on soit là. Et toujours chez les patients, je vois à quel point c'est soutenant de savoir qu'on compte pour quelqu'un. Donc la relation de soins entretenue entre un médecin et son patient doit être pour vous, si je vous comprends bien, Claire Fourcade, totalement décorrélée d'un choix de société pour pouvoir rendre possible le suicide assisté. C'est-à-dire il faut la demande de mort faire porter aux soignants la demande de mort fait partie de notre métier. On entend des demandes de mort, beaucoup moins souvent que ce qu'on imagine. Très souvent, quand les gens sont soulagés, cette demande disparaît. Sur ces 25 ans d'exercice, j'ai eu 3 demandes d'euthanasie qui ont persisté. Donc on voit que c'est vraiment très rare. Mais cette demande de mort qui est notre métier, la question c'est comment on y répond collectivement. Qu'est-ce qu'on dit à un patient qui demande à mourir? Et moi, je veux pouvoir continuer quand un patient me dit « c'est trop difficile, je voudrais mourir », de lui dire pourquoi et pas quand, comment et quel protocole on va utiliser. Et très souvent, quand on parle ensemble avec ces patients, c'est des consultations qui sont à la fois difficiles, mais d'une très grande vérité. Il va pouvoir exprimer ses peurs, ses craintes, et nous, on va pouvoir dire qu'est-ce qui est possible, comment on pourra soulager, comment on pourra accompagner. Ce qui est une urgence, c'est de soulager, c'est pas de faire mourir. Par contre, soulager, ça oui, c'est une urgence. Alors, est-ce que pour les soignants, est-ce qu'ils y voient une forme une rupture anthropologique? Est-ce que ça peut signer la fin du serment d'Hippocrate, malgré les garde-fous qui sont toujours promis par le politique? En tout cas, ils y voient une rupture dans leur métier, c'est certain. On a fait une grande enquête auprès des acteurs de tous les soignants de soins palliatifs. On les a interrogés. Il y en a 96% qui pensent que pour eux, ça va à l'encontre de leur fonction. On choisit d'accompagner, de travailler en soins palliatifs parce qu'on veut accompagner la vie jusqu'au bout, parce qu'on veut prendre soin. Et ce texte de loi, il vient vraiment mettre une rupture. Et puis surtout, les soins palliatifs, c'est une médecine de l'impuissance. C'est une médecine qui a renoncé à guérir et qui accepte d'accompagner, et qui accepte que nous sommes mortels et qu'on a à être là jusqu'au bout sans abandonner, qu'on doit tenir, même si c'est compliqué. L'euthanasie vient rompre cette promesse-là, elle vient fracturer le lien et elle vient surtout redonner la toute-puissance aux médecins de décider qui doit vivre et qui peut mourir et de donner aux médecins la possibilité de faire mourir. Claire Fourcade, le médecin ou un tiers, on verra ce qui sera contenu dans le projet de loi. Est-ce qu'il y a un risque de généraliser une société de la suspicion? Est-ce que les pays où il y a une légalisation de l'euthanasie connaissent des dérives
insupportable, inacceptable? Et est-ce qu'un patient fragilisé, même qui en demande, finalement, risque de voir, c'est très difficile ce que je dis, parfois son entourage comme étant potentiellement ceux qui vont lui administrer une solution radicale? Ce qui est important, c'est de savoir qu'aucun pays dans le monde n'a envisagé de permettre à des tiers de donner la mort, comme c'est le cas dans le projet de loi actuellement présenté par Olivier Fahlorny. Enfin, à vrai dire, quand ce texte est arrivé, je pensais que ça allait être balayé tout de suite. Tellement ça me paraît incroyable. Actuellement, par exemple, une personne de confiance ne prend pas de décision. Elle vient témoigner parce qu'on ne veut pas faire peser sur la personne de confiance le poids d'une décision difficile. Là, qu'on puisse demander à un tiers, on imagine les promesses intenables pour le tiers bienveillant. Et puis on voit aussi parfois, c'est pas très fréquent, mais des familles qui ne sont pas bienveillantes ou qui sont divisées. Ça, c'est plus fréquent, ou dans lesquelles il y a des conflits. Comment on peut imaginer concrètement ce que ça va représenter? Enfin, là, ça me paraît être décalé complètement du réel. Et aussi, on peut imaginer, Claire Fourcade, que le malade, le patient, puisse imaginer qu'il pose un problème et qu'il estime qu'en choisissant cette voie radicale, il va soulager ses proches. C'est terrible. Chacun de nous, chaque matin, on est vivant et on ne se demande pas si on doit le rester. Pour ces patients-là, si cette loi passe, pour les patients, ça veut dire que chaque matin, on doit se demander: est-ce que je dois rester vivant? Est-ce que ça serait mieux pour mes proches? Est-ce que ça serait mieux pour la société? Et bien sûr que quand on est fragile, quand on est vulnérable et quand on doute déjà du sens et de l'utilité de sa vie, si la société vient vous dire bah oui, après tout, pourquoi pas, bien sûr qu'il y a une pression. Et on voit dans tous les pays qui ont légalisé une augmentation constante et parfois très importante du nombre d'euthanasies chaque année, qui dit bien à quel point la pression de la norme vient s'exercer sur les plus fragiles et les plus vulnérables. Et parfois les plus jeunes, qui sont aussi les plus fragiles, les plus vulnérables. Bien sûr, on l'oublie, ce n'est pas forcément des personnes très, très âgées. En vous écoutant et en lisant votre livre, on s'est dit, en fait, est-ce qu'on a besoin de lois ou de moyens? Alors, moi, je dis que, en tout cas, pour accompagner correctement, on n'a pas besoin de loi. La loi actuelle, qui nous impose à la fois de respecter les choix du patient, l'obstination déraisonnable est interdite. Il est interdit de s'acharner. Un patient a le droit d'arrêter un traitement quand il veut. Et nous, on a l'obligation, quels que soient ses choix, de l'accompagner et de le soulager. Et je répète, même si ça doit raccourcir la vie, c'est-à-dire qu'on utilise tous les moyens disponibles et on prend tous les risques pour soulager. Dans mon quotidien, pour les patients qui vont mourir, on n'a absolument pas besoin d'une loi supplémentaire. Par contre, on a besoin de moyens pour que tous les patients aient accès. Expliquez-nous, Claire Fourcade, expliquez à nos auditeurs et téléspectateurs pourquoi, en France, malgré tout, qui reste un pays riche, même si c'est, comme disait l'autre, une puissance moyenne, pourquoi on n'arrive pas à rendre effective la généralisation des soins palliatifs sur tout le territoire? Parce qu'on ne soigne pas avec des lois. On soigne avec de l'argent, un peu, mais surtout avec des gens. Et on a besoin de soutenir les soignants, de les accompagner. Et les soins palliatifs, plus que partout ailleurs dans le soin, c'est une médecine qui a besoin d'avoir du sens. C'est-à-dire que pour accepter de se confronter à ces questions-là, il faut que ça ait du sens. Et ce qu'on voit dans le système de santé actuel, c'est que la façon dont il fonctionne fait que les soignants perdent le sens de leur métier. Et c'est pour ça qu'on voit aussi tant de soignants quitter dans toutes les disciplines, pas seulement en soins palliatifs. On a besoin que le soin ait du sens. Et ça, c'est vraiment important pour nous collectivement de réfléchir là encore à ces questions-là. Mais et le fait qu'il y ait ce manque de pôles en soins palliatifs, est-ce que ça forge l'idée qu'on meurt mal en France? Bien sûr. Le cercle infernal, parce qu'on dit alors il faut peut-être légaliser l'euthanasie. Bien sûr, j'ai rencontré un très grand nombre de Français et même de députés, bien sûr, qui ont connu dans leur entourage des morts difficiles, des morts inacceptables et surtout des conditions de mort qui sont évitables. On peut faire autrement. Je travaille dans un département très pauvre, un département rural où je vois tout ce qui est possible de faire. Si c'est possible chez nous, c'est possible partout. C'est des questions terribles, évidemment, très concrètes et parfois philosophiques. Et j'ai envie de vous demander, du haut de votre expérience, à qui appartient notre mort? Est-ce qu'elle nous appartient encore? Est-ce qu'elle appartient aux soignants? Est-ce qu'elle appartient à l'État, aux religieux, à Dieu, si vous y croyez? Alors, ce qui est compliqué, c'est que la mort est à la fois quelque chose de très individuel, parce qu'on meurt seul, même si on est accompagné, même si on est entouré, on meurt seul. Mais par contre, elle est aussi collective. C'est-à-dire que la mort, les conditions de la mort, l'accompagnement de la mort, la place des personnes en fin de vie dans la société, c'est aussi une condition collective. Si on compte que sur les soignants pour accompagner la fin de vie, on n'y arrivera jamais. On a besoin de tous. On est tous concernés, on a besoin de chacun, les familles des patients qui sont là, les proches, les voisins, on a besoin de tous si on veut pouvoir créer une société qui accompagne chacun selon ses besoins. Il y a ces premiers mots dans votre livre intitulé Journal de la fin de vie, Claire Fourcade, je vais les citer. Aider quelqu'un de vulnérable, de dépendant, voilà le commencement de toute civilisation. Est-ce à dire qu'en étant en deçà de ce qu'il faut faire, on s'éloigne de ce qui symbolise aujourd'hui, ce qui caractérise une civilisation? En tout cas, moi, j'ai envie de vivre dans une société
qui dit à chacun qu'il a sa place, même quand il ne répond pas aux critères de performance, d'excellence, de jeunesse et de beauté qu'on imagine. Chacun de nous, vulnérables, fragiles, on est tous vulnérables et fragiles, on est tous interdépendants, on a tous besoin des autres pour exister, et de dire à chacun, ben voilà, on est là pour vous et à un moment vous serez là pour vous. À certains moments de notre vie, on est accompagné quand on est bébé, quand on est plus âgé, à d'autres on est accompagnant, et je crois que c'est pour nous tous quelque chose qui peut donner de l'espoir dans une société du lien. C'est une question difficile que je vais vous poser. Si un jour on vous demande de pratiquer un acte euthanasique, parce qu'une loi l'autorise de près ou de loin, une forme d'euthanasie est à l'œuvre, que ferez-vous? Alors en fait, ça m'est déjà arrivé que des patients me le demandent, et pour moi, c'est pas la loi qui va me le demander, c'est des patients. Et jusqu'à présent, en tout cas, ça m'a toujours été possible de dire à un patient, bah, pour moi, c'est pas possible, parce que vous comptez pour moi, parce que je tiens à vous, parce que vous êtes trop important pour moi, pour que je puisse faire ça. Et dernièrement, il y a une patiente qui a réfléchi quand je lui ai dit ça et qui m'a dit « C'est vrai, j'aurais pas dû vous demander ça ». Et je crois qu'elle reconnaissait comme ça le lien qui nous unissait, on se connaissait depuis longtemps. Donc voilà, moi je crois que je me sens en capacité de dire sereinement à un patient que pour moi c'est trop difficile, mais que par contre je vais continuer d'être là et de l'accompagner et de faire le maximum. Justement, je vais conclure par ces quelques mots de notre entretien. Vous écrivez « Je suis cette autre à qui l'on voudrait confier la responsabilité de ce soin palliatif » entre guillemets, qui a réussi, comme je l'ai entendu nommer par des Canadiens. Je suis celle qui devrait préparer la seringue de curare ou de Pentotal, d'injecter le mélange à un patient dont j'ai écouté les peurs et le désespoir, regarder venir la mort, la constater, puis la consigner, avant de rentrer chez moi, sans pouvoir rien répondre à la question du soir. Alors, comment s'est passée ta journée ? J'aimerais conclure cet entretien par vous dire, parce que vous avez répété le mot « vous comptez pour nous », c'est ce que vous dites à vos patients, vous savez que vous comptez pour nous aussi, les soignants. Il faut vous le rappeler peut-être. C'est très important, je vous remercie beaucoup. Bon. C'est extrêmement important de savoir que ce qu'on fait a du sens aussi pour notre société. Merci. Que les Français, vous le témoignent quotidiennement. Merci Claire. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Journal de la fin de vie, chez Fayard, et c'est à paraître aujourd'hui. À bientôt et bonne journée à vous. Merci.